L'origine de la musique se perd dans la nuit des temps. L'homme connut d'abord les bruits de la grande nature. Son pas, les galops des animaux qu'il chassait lui donnèrent la connaissance du rythme. Par l'imitation des bruits les plus harmonieux, le vent dans le feuillage, le chant des oiseaux, il composa les sons. De l'alliance du rythme et du son naquit la musique. Ces premières manifestations furent vraisemblablement les quelques notes que les bergers de l'Antiquité tiraient de leur flûte de roseau. Chez les Grecs, si l'harmonie est encore inexistante, la mélodie servie par les lyres et les flûtes est déjà d'une grande richesse. La musique participe à toutes les circonstances de la vie publique et elle est inséparable de la danse. La conception de la musique grecque se maintient durant toute l'Antiquité. À l'apparition du christianisme, la musique rompt toutes attaches avec les arts plastiques et s'associe étroitement aux paroles des textes sacrés qu'on chante à l'unisson. C'est le plein chant, dont la ligne mélodique d'une austère simplicité est beaucoup moins riche que celle de la musique grecque. Mais ce que l'art musical perd de souplesse et de variété, il le regagne en noblesse et en puissance. Ces chants liturgiques ou chants grégoriens se transmirent d'abord par tradition, mais la mémoire des hommes est fragile. Et pour les conserver plus sûrement, on se servit bientôt d'une notation musicale très rudimentaire. De simples traits inclinés indiquaient le sens ascendant ou descendant de la mélodie. Puis, on fit usage des neumes, assemblage de petits signes représentant des groupes de sons. Plus tard, on plaça ces neumes au-dessus et au-dessous d'une ligne repère correspondant au fa de notre notation actuelle. Le principe de la portée était trouvé. À mesure que la portée se constituait, les neumes étaient remplacés par de petits carrés et des losanges qui furent les véritables premières notes.
Au XIe siècle, Guy d'Arezzo baptisa ses notes en s'inspirant de l'hymne de Saint Jean-Baptiste. La discipline religieuse des premiers âges du christianisme avait proscrit les arts plastiques, considérés comme une survivance des temps païens. Après plus de 1000 ans de cette contrainte, l'art profane faisait une timide réapparition. Trouvères et troubadours parcouraient les routes de France, composant des poèmes qu'ils chantaient en se faisant accompagner par des ménétriers, joueurs de viol, de luth ou de rebec. Accueillis dans les châteaux, ils charmaient les dames par leurs chansons de toile, telle la chanson de la belle Yolande, pur joyau du XIIe siècle. Belle Yolande en chambre quoi, sur ses genoux toile déploie, ou un fil d'or, l'autre de soie, sa malle-mère à la grondoie. Châtiez-vous-en, belle Yolande, châtiez-vous-en, belle Yolande. Mère, de quoi me châtier? Est-ce de coudre ou de tailler, ou de filer ou de brosser, ou si c'est d'être au sommeiller? Châtiez-vous-en, belle Yolande, châtiez-vous-en, belle Yolande. Ni de coudre, ni de tailler, ni de filer, ni de brosser, ni ce n'est de trop sommeiller, mais trop parler au chevalier. Châtiez-vous-en, belle Yolande, châtiez-vous-en, belle Yolande. Dès le XVe siècle, on ne nota plus seulement les sons, mais leur durée exacte, ce qui permit la composition de mélodies plus expressives, plus nuancées et d'une exécution plus fidèle. Sous la Renaissance, la musique s'enrichit d'instruments nouveaux, hautbois, épinettes et archiluth. Mais elle reste inséparable du chant et surtout de la danse, qui caractérise de la façon la plus galante cette époque de courtoisie brillante et raffinée.
XVIIe siècle, enfin, la musique, brisant ses liens, parvient à se suffire à elle-même. La musique pure réalise rapidement de notables progrès. Le grand Jean-Sébastien Bach, y apportant la perfection de son style, fixe les grandes lignes de la forme et de l'esprit classique. Le divin Mozart l'illustre de toute sa fantaisie. Le génie de Beethoven porte la musique classique vers ses plus hauts sommets. La poésie de la nature l'exalte d'une inspiration puissante qui ne le laisse jamais en repos. Presque sourd et accablé par la maladie, il n'en construit pas moins sur son petit clavicorde des œuvres éternelles. Son imagination débordante lui fait trouver dans les différents timbres instrumentaux de prodigieux effets de coloris. Contemporains ou successeurs immédiats de Beethoven, les romantiques apprivoisèrent la musique. Schubert et Schumann en furent les véritables précurseurs. Ils y introduisirent l'élément sentimental, la rendirent plus intime et plus facilement assimilable par le grand public. Mais Chopin demeure la figure la plus symbolique du romantisme. Études, préludes, polonaises, valses, mazurkas, toutes ces œuvres essentiellement pianistiques possèdent un charme incomparable. Des compositeurs de génie portèrent la musique à son apogée. Hector Berlioz, Richard Wagner, César Franck, Georges Bizet.
Claude Debussy. Tous ces compositeurs enrichirent la musique de formes d'expression propres à leur tempérament. À notre époque de machinisme, c'est le rythme qui prédomine. Et c'est lui qui inspire la musique nouvelle, le jazz, dont les sonorités agressives et l'apparent désordre harmonique recèlent une force d'impulsion et un dynamisme qui impressionnent jusqu'à ses pires détracteurs. La musique dans chaque buisson tout ici-bas chante à l'unisson, il y a de la musique dans les cœurs, dans les jardins et parmi les fleurs, il y a de la musique dans les bruissements de la forêt et de l'océan, il y a de la musique dans vos yeux, dans le soleil et dans le ciel bleu, le doux murmure du ruisseau, le vent qui chante, la pluie qui frappe à nos carreaux et le gazouillis des oiseaux toujours nous enchante. Il y a de la musique dans la poésie, dans la nature et la fantaisie. Il y a de la musique n'importe où. La musique de